Par exemple, si on va au Mexique, on a le chili avec les haricots rouges et le riz ou le maïs. Si on va dans les pays du Maghreb, on va avoir le couscous avec la semoule, les pois chiches. Mais après, on peut aussi laisser libre cours à son imagination et se dire, je me fais une tartine de pain complet avec du houmous, je me fais une salade de pâtes avec des petites fèves fraîches, un curry végétarien avec des pois chiches, du riz, des légumes. Enfin, il y a plein de choses possibles, quoi. Et ces combinaisons permettent du coup d'avoir des protéines complètes. Exactement. Ils peuvent remplacer une viande. Tout à fait. Okay. Donc pour les légumineuses, vraiment, la règle indispensable, c'est de faire tremper vos légumineuses. Et après, par contre, de ne surtout pas jeter l'eau de trempage, parce que si vous jetez l'eau de trempage, vous jetez non seulement les phytates, les lectines, etc., mais vous jetez aussi tous les micronutriments type fer, zinc, calcium, etc., qui pourraient être contenus dedans. Donc c'est dommage. Alors le houmous, je fais juste un petit aparté dessus. Si vous pouvez le faire maison, faites-le parce que franchement, le houmous qu'on achète au supermarché, c'est considéré comme vraiment un aliment ultra transformé à outrance avec des huiles raffinées, des épaississants, des conservateurs et c'est tellement simple à faire que franchement, faites-le. 80% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Je suis Chloé, je suis ingénieure, curieuse et multipassionnée de tout ce qui touche au vivant. J'ai donc décidé de créer un nouveau métier, vivantologue. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de ces humains badass qui, par passion et ou par profession, protègent ce précieux vivant. Le vivant en soi et le vivant sur cette planète. Ils nous aideront à comprendre les grands enjeux actuels, nous donneront des clés d'action et surtout l'envie d'avoir envie. Un peu. Et surtout l'envie de nous engager nous aussi en faveur de la construction d'une nouvelle société plus vivante et vibrante, car nous avons tous un rôle à jouer. Bonne écoute. Nous sommes la France et manger pour nous c'est une affaire sérieuse. Ce besoin naturel de se nourrir pour donner au corps ce dont il a besoin pour bien fonctionner, la France l'a transformé en un véritable art de vivre. Nous sommes fiers et attachés à notre gastronomie et à la richesse de nos terroirs qui, aujourd'hui encore, contribuent à la réputation du pays au niveau international. Champion du temps passé à table, manger et boire est donc bel et bien un temps qui est sacré pour nous Français. Alors quand nous ouvrons la discussion sur la nécessité de changer notre alimentation en végétalisant davantage nos assiettes, car nous Français consommons 2 fois plus de viande que la moyenne mondiale, nous crions au secours de peur de devoir dire au revoir à notre traditionnel bœuf bourguignon, notre agneau de Pâques adoré, ou encore la charcuterie de nos raclettes, les lardons de nos pâtes carbo, ou encore la générosité des couscous en famille. Rassurons-nous, il ne s'agit pas d'interdire la viande. Depuis la nuit des temps, du moins depuis 10 000 ans pour être plus exact, c'est le fumier des élevages qui a fait office d'engrais pour nos cultures. Dans une optique encore maigrichonne de réelle sortie des pesticides et autres intrants chimiques qui polluent nos lieux de vie, l'élevage nous sera donc indispensable. Il s'agit donc davantage de diminuer notre consommation de viande, de diminuer de moitié pour être précis, voici l'objectif. Un objectif qui permettrait d'atteindre ce climatique que se sont fixés la France en termes d'agriculture selon une étude publiée fin février 2024. Selon cette même étude, diminuer de 50%, ça veut dire 3 repas avec de la viande, 1 repas avec un poisson maigre, 1 repas avec un poisson gras, c'est-à-dire 5 repas avec de la chair animale sur les 7 midis et les 7 soirs qui composent une semaine. Les règles du jeu sont données et elles sont ambitieuses dans un pays où notre légume préféré est le saucisson. Dans un pays où nous sommes aussi de très bons élèves, le 20 sur 20 de nos jeunes années ou rien. Pour que cette transition ne soit pas sidérante, donnons-nous pour une fois le temps et l'indulgence des notes intermédiaires que cette révolution alimentaire nécessite. Oui, il s'agit d'une révolution. Les mots sont pesés. L'engagement peut être le plus badass que vous puissiez faire pour protéger l'environnement. Car vous allez l'entendre dans l'épisode, on ne peut pas faire n'importe quoi. Les protéines sont indispensables au corps et diminuer les protéines animales sans créer de carence, ça s'apprend. Mais je tiens tout de même à préciser ici que certes il existe des risques de carence quand on diminue les protéines animales sans quelques connaissances, mais les excès actuels de protéines animales coûtent tout aussi cher à la santé. Le risque de cancer colorectal augmente de 29% pour chaque portion de 100 g de viande rouge consommée par jour et de 21% pour chaque portion de 50 g de charcuterie consommée par jour. Bref, que l'alimentation soit enfin notre première médecine, s'impatiente Hippocrate depuis 2500 ans.
Une nécessité donc de vivre cette transition comme une véritable aventure remplie de découvertes et d'apprentissage, apprendre les bases d'une alimentation santé, apprendre à s'amuser en famille en cuisinant du végétal tout en apportant les bons quotas de nutriments et micronutriments dont le corps a besoin pour optimiser son capital santé. Pour ce 6e épisode, je suis donc ravie d'avoir rencontré Anne-Sophie Leclerc. Vous allez l'entendre, Anne-Sophie est une experte de l'alimentation santé et de la transition végétale. Elle est également passionnée de cuisine et je la cite, ce qui me tient à cœur, c'est de montrer qu'il est possible de se faire plaisir avec un chou-fleur ou des légumes locaux. Sa passion est contagieuse et mon ventre gargouillait de bonheur à l'écouter pendant notre enregistrement. Heureusement pour moi, cela ne s'entend pas au montage. Un immense merci à elle, mais je ne vous en dis pas plus. Et pour commencer, bonjour Anne-Sophie. Je laisse Anne-Sophie se présenter. Pour me présenter de manière assez rapide, j'ai un parcours un petit peu atypique parce qu'au départ, j'ai une formation d'ingénieur, je suis aussi docteur en chimie. J'ai pas exercé longtemps dans ce domaine-là, mais c'était un domaine qui me plaisait quand même. Après, je suis partie vers l'enseignement primaire dans lequel j'ai exercé pendant 15 ans et je me suis reconvertie en 2020 donc en tant que naturopathe. Alors, il y avait cette appétence pour le côté nutrition et puis aussi quand même mon côté scientifique et également tout ce qui concernait la phyto. Donc, ça m'a amené ça vers des formations complémentaires. Donc j'ai fait notamment une formation en aromathérapie, une formation aussi plus gémothérapie, donc qui est une branche de la phytothérapie qui utilise des bourgeons de plantes. Et puis le côté plutôt vraiment scientifique m'a amené à tout ce qui était approche de la santé fonctionnelle et avec une approche plutôt micronutrition. Voilà, donc je fais des consultations en cabinet, plusieurs jours par semaine. L'idée, c'est d'être vraiment dans la prévention, d'accompagner aussi tout ce qui est maladies chroniques, notamment tout ce qu'on appelle les maladies de civilisation, donc diabète, cholestérol, tout ce qui est cancer, etc. Et après, d'accompagner aussi tous les troubles fonctionnels, notamment les troubles fonctionnels digestifs, les troubles fonctionnels du système endocrinien, donc thyroïde, hormones sexuelles, etc. Mais d'une manière plus vaste, on peut accompagner un petit peu tout type de profil. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir vraiment une approche globale et de prendre en compte à la fois les facteurs nutritionnels, les facteurs environnementaux, d'avoir aussi un relevé de tout ce qui est donné en termes d'analyse biologique, toutes les données cliniques aussi. Et à partir de tout ça, d'essayer un petit peu de comprendre tous les mécanismes qui sous-tendent l'apparition des pathologies et d'aller agir au niveau à la fois au niveau cellulaire, donc au niveau vraiment le plus profond de l'organisme, et aussi au niveau des interfaces, notamment hépatodigestive. Et après, avec l'analyse de tout ça, moi je propose un accompagnement qui à la fois va comprendre une partie nutrition, donc avec un réglage alimentaire, et aussi une partie supplémentation qui pourra passer soit par de la phyto, soit par de la micronutrition par exemple. Et bien évidemment, dans cet accompagnement global, il y a aussi toute une dimension corporelle, émotionnelle, et ça, c'est plus mon côté passionné au niveau activité physique, notamment par la danse depuis que je suis toute petite, qui m'a amenée aussi au yoga un petit peu plus tard. Et là, depuis début 2022, je me suis formée au yoga et j'enseigne depuis la rentrée 2023. Donc, je donne des cours tous les jeudis matins. Et puis, il y a le côté nutrition dont on parlait au démarrage et qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Et là, je propose aussi des ateliers, en fait, sous 3 formats différents. Donc, j'ai des ateliers plutôt thématiques, naturaux, qui là sont ponctuels sur les week-ends, qui durent plusieurs heures. Des ateliers d'accompagnement pour les personnes qui souhaitent se diriger vers le végétarisme ou le végétalisme. Et puis un dernier format où là, j'accompagne plus les gens d'une manière globale et un peu en complément de mon accompagnement en consultation pour les personnes qui veulent se diriger vers une alimentation à la fois plus saine et plus respectueuse de l'environnement. Voilà donc mon activité. Donc il y a pas mal de choses. Trop bien. Merci beaucoup. Pendant la préparation de l'épisode, on s'est dit que ce serait bien de parler des protéines. On sait tous que nous devons limiter notre consommation de protéines animales pour des questions environnementales, pour le climat, on le sait, mais aussi pour l'eau, l'occupation des terres, la biodiversité, la déforestation, etc. Anne-Sophie Leclerc, qu'est-ce qu'une protéine ? Quels sont les rôles des protéines dans notre corps ? Pourquoi en a-t-on besoin ? Alors, une protéine, c'est ce qu'on va appeler plutôt un macronutriment, donc au même titre que les glucides et que les lipides, par opposition aux micronutriments. Les micronutriments, donc comme leur nom l'indique, ils vont être au niveau moléculaire, ils auront un poids moléculaire moindre, comme par exemple les vitamines, les minéraux, les antioxydants, toutes ces choses-là. Donc les protéines, c'est donc un macronutriment, c'est des macromolécules au niveau structure moléculaire qui sont constituées de briques élémentaires qu'on appelle les acides aminés. Et après, au niveau de leur rôle,
rôles. Alors elles ont quand même plusieurs rôles, notamment le premier rôle qui est primordial, c'est un rôle énergétique. Il faut savoir qu'1 gramme de protéines, ça apporte à peu près 4 kilocalories. C'est la même chose que les glucides, alors que les lipides, dans leur cas, 1 gramme de lipides, c'est 9 kilocalories. Sachant que ce rôle énergétique, en fait, il va être mobilisé si on est en carence de glucides. On va mettre en place un processus qui s'appelle la néoglucogénèse, qui va permettre de fabriquer de l'énergie à partir des acides aminés. Voilà, donc ça c'est le premier rôle énergétique. Ensuite, il y a le rôle structurel. Donc elle rentre en compte dans tout ce qui est qualité de la peau, des fanères. Donc les fanères, c'est les ongles, les cheveux, etc. Notamment, vous devez connaître des protéines comme la kératine, l'élastine, le collagène. Et aussi dans tout ce qui est structure des tissus conjonctifs. Donc les tissus conjonctifs, c'est les muscles, les tendons, les cartilages. Donc ça, c'est le rôle structurel. Et le dernier rôle, c'est le rôle fonctionnel, qui est un des plus importants. Notamment, il y a des protéines qui sont, des enzymes qui sont des protéines. Donc les enzymes, elles vont avoir un rôle catalytique au niveau des différentes réactions qui se passent au sein de l'organisme. On a les anticorps aussi, donc les anticorps qui interviennent au niveau du système immunitaire. On a tout ce qui est hormones sexuelles, hormones thyroïdiennes, neurotransmetteurs. Donc ça, c'est tout le fonctionnement du système endocrinien, système nerveux. Il y a certaines protéines aussi qui interviennent dans la contraction musculaire. Et puis enfin, il y a pas mal de protéines qui sont en fait ce qu'on appelle des protéines de transport, qui vont servir à transporter des ions et puis différents substrats au niveau des interfaces cellulaires notamment. On peut citer par exemple l'hepsidine, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu, si tu en as déjà entendu parler, c'est la protéine de transport et de stockage du fer au niveau hépatique. Voilà. Donc à la question, est-ce qu'on peut s'en passer ? Non, pour toutes ces raisons, puisque effectivement, elles sont indispensables. Et le problème, c'est qu'en cas de carence, on va observer en premier une fonte musculaire, ce qu'on appelle la sarcopénie. Et le principal problème, en fait, c'est qu'on n'a pas de réserve au niveau de l'organisme et qu'en plus de ça, on a des tissus qui se renouvellent en permanence. À l'inverse, des glucides pour lesquels on a des réserves, notamment au niveau du foie, des muscles, et des lipides pour lesquels on a des réserves, notamment au niveau du tissu adipeux. Donc, au niveau des protéines, effectivement, il y a cette nécessité d'un apport quotidien, et notamment dès le matin. Parce qu'on va voir, j'en parlerai un petit peu plus tard probablement, mais il y a notamment tout ce qui est neurotransmetteurs qu'on va sécréter, qu'on va synthétiser dès le matin. Et pour ça, on a une nécessité d'apport dès le début de la journée. Et pour terminer, au niveau du turnover, il faut savoir que sur une journée, on a un turnover de 250 à 300 grammes de protéines, donc ce qui est énorme. Ça veut dire quoi, turnover ? Ça veut dire qu'en fait, avec le renouvellement au niveau des tissus, on a un besoin, un turnover, on n'a pas un besoin par jour qui est de 250 à 300 grammes par l'alimentation, si tu veux, parce qu'il y a d'autres mécanismes qui rentrent en jeu, mais il y a quand même cette destruction et ce renouvellement tous les jours qui doit se faire, quoi. Et du coup, ça, au niveau des apports énergétiques totaux, pour un adulte, ça devrait représenter en fait 15% de nos apports énergétiques. Et pour un nourrisson, c'est énorme parce que ça devrait aller jusqu'à 30%. Parce que le nourrisson, c'est un être en pleine construction, quoi. Et donc, pour terminer, au niveau des sources dans l'alimentation, il va y avoir principalement tout ce qui est viande, poisson, œufs, produits laitiers. Donc ça, c'est tout ce qui est source animale. Et après, si on se tourne vers le végétal, on va avoir les légumineuses, les céréales, les oléagineux. Et il y en a aussi dans les algues et dans certains légumes. Merci beaucoup. J'avais vu en préparant cet épisode aussi que les protéines demandent 25 fois plus d'énergie au corps pour être digérées que les autres macronutriments. Tu me diras si je me trompe. Donc, une des visions de la naturo, qui est la préservation du capital santé, ce serait d'éviter les excès de protéines aussi parce qu'elles coûtent cher en énergie pour le corps. Est-ce que c'est... Oui, alors j'ai pas de données précises à ce sujet-là, mais je pense que oui, effectivement, tu as raison. Ouais, notamment parce que les protéines se digèrent, notamment au niveau de l'estomac. Et je pense que c'est en lien avec ça, parce qu'il y a quand même tout un tas de sécrétions enzymatiques qui doivent se faire. Et c'est vrai que le temps de digestion des protéines est très très long. Il est beaucoup plus long que le temps de digestion des glucides et des lipides qui se font pas au même endroit, qui se font plutôt au niveau intestin grêle, puis au niveau du côlon. Et je pense que c'est lié à cette donnée-là, quoi. Trop bien, merci. Souvent, quand on commence à se renseigner sur les protéines, on entend parler de sources de protéines complètes et incomplètes. Peux-tu nous expliquer de quoi il est question ?
Oui, alors du coup, pour expliquer un peu cette notion-là, c'est important de revenir sur la notion d'acide aminé. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, les protéines, donc la brique élémentaire, c'est les acides aminés. Donc en termes d'acides aminés, on sait qu'il y en a 22 en tout. Sur ces 22, il y en a 9 qui sont dits essentiels. Donc essentiels, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est en fait que notre corps ne sait pas le fabriquer par lui-même, alors que tous les autres, en recombinant d'autres acides aminés, en fait, il va savoir les fabriquer. Donc dans les 9 essentiels, je ne vais pas tous vous les citer, mais il y en a quelques-uns que tu dois connaître. Il y a par exemple le tryptophane, qui est un précurseur de la sérotonine et de la mélatonine, qui sont des neurotransmetteurs. Il y a la lysine aussi, dont tu as peut-être entendu parler, qu'on utilise notamment en traitement pour l'herpès, par exemple. Il y a la cystéine aussi. La cystéine, c'est un des précurseurs du glutathion. Le glutathion, c'est l'antioxydant le plus puissant qu'on a au niveau corporel. Donc voilà, celui-là, il est indispensable aussi. Il y a aussi la glutamine qui sert de substrat aux entérocytes. Les entérocytes, c'est les cellules qui tapissent la paroi intestinale. Donc c'est pareil, si on manque de glutamine, au niveau paroi intestinale, il risque d'y avoir des incidences aussi à ce niveau-là. Donc donc ça c'est les acides aminés essentiels, mais c'est pas suffisant en fait pour définir la qualité d'une protéine. Pour définir la qualité d'une protéine, on utilise un indice qui s'appelle l'indice PDCAS, enfin peu importe, mais cet indice, il prend en compte en fait à la fois la composition en acides aminés essentiels et aussi la notion de digestibilité et donc de biodisponibilité en fait de la protéine en question. Et en pratique, en fait, tout ce qui est protéines animales, donc viande, poisson, œufs, produits laitiers, ça va être ce qu'on appelle des protéines complètes parce qu'elles contiennent tous les acides aminés essentiels et qu'elles ont une digestibilité qui est relativement bonne. Donc ça, c'est pour les protéines animales qui, a priori, sont idéales. Par contre, si on s'intéresse aux protéines végétales, elles vont être ce qu'on appelle incomplètes parce qu'effectivement, il va manquer certains acides aminés et la digestibilité sera moins bonne. Alors, avec une exception toutefois, deux exceptions, le soja et le quinoa, qui sont des protéines complètes. Après, si on s'intéresse du coup aux protéines végétales, pour ce qui est des légumineuses, les facteurs limitants, donc les facteurs limitants, c'est les acides aminés qui vont manquer en termes d'acides aminés essentiels. Ça va être la méthionine, le tryptophane et la cystéine. Alors que pour les céréales complètes, le facteur limitant, ça sera la lysine. Donc on voit tout de suite que ce n'est pas les mêmes, ce qui va nous amener après à faire des associations. Donc ça, c'est la première chose à prendre en compte, donc le côté composition en acides aminés essentiels. Et le côté digestibilité, en fait, dans les protéines végétales, la digestibilité est vraiment beaucoup plus faible que pour les protéines animales. Par deux raisons, en fait, par le fait que la paroi cellulaire est faite de cellulose, et du coup il y en a une bonne partie qui ne sera pas digérée et qui va, entre guillemets, passer tout droit, passer à la trappe. Et la deuxième chose, c'est que les protéines végétales contiennent ce qu'on appelle des facteurs antinutritionnels. Les facteurs antinutritionnels, c'est notamment des composés comme les phytates, les lectines, qu'il va falloir essayer de neutraliser pour augmenter cette biodisponibilité et cette digestibilité. Et ça, du coup, on va pouvoir en pratique, le côté cellulose, la paroi cellulaire, ça on peut rien y faire, c'est vraiment totalement dépendant de nos capacités digestives, on va dire, alors que les facteurs antinutritionnels, ça on peut y faire quelque chose. En termes de préparation, il y a notamment la technique du trempage qui est indispensable. Donc pour les légumineuses, vraiment la règle indispensable, c'est de faire tremper vos légumineuses. Alors à la seule exception près des lentilles corail qui, elles, ne nécessitent pas de trempage. Mais toutes les autres, moi ce que je conseille en pratique, c'est vraiment de les faire tremper une nuit. Et après, par contre, de ne surtout pas jeter l'eau de trempage, parce que si vous jetez l'eau de trempage, vous jetez non seulement les phytates, les lectines, etc., mais vous jetez aussi tous les micronutriments type fer, zinc, calcium, etc., qui pourraient être contenus dedans. Donc c'est dommage parce qu'on perd un petit peu de l'intérêt. Donc en fait, l'idée, c'est de faire tremper, de conserver l'eau de trempage, de faire cuire dans l'eau de trempage jusqu'à évaporation. Et en fait, si tu fais cuire jusqu'à évaporation, ça permet d'éliminer dans l'eau d'évaporation tout ce qui est composé antinutritionnel. En revanche, on réabsorbe par précipitation le fer, etc., et les micronutriments. Donc la règle, c'est ça. Je fais tremper, je fais cuire dans l'eau de trempage jusqu'à évaporation. Donc ça, c'est la technique numéro 1. J'avais entendu aussi qu'on pouvait faire germer. Oui, alors, tout à fait. Donc j'allais y venir. Du coup, 2 autres possibilités, mais qui sont peut-être moins simples. Accessible. La germination et la fermentation aussi.
Voilà, donc c'est 2 autres possibilités, mais qui permettent de mieux assimiler du coup les protéines d'origine végétale, c'est ça si exactement. J'ai bien compris. Tout à fait. Parce que du coup, on va neutraliser ces facteurs antinutritionnels. Et en fait, le principal problème avec ces phytates ou ces lectines, enfin les phytates sont vraiment présentes dans les légumineuses, les céréales. Les lectines, c'est plus dans les oléagineux. Le principal problème, c'est que ça va limiter l'absorption de certains nutriments comme le fer, le calcium, le zinc. D'accord. J'avais vu, juste pour compléter, que du coup, ces antinutriments, c'est la protection des plantes pour éviter qu'on les mange en fait, et que du coup, elles étaient particulièrement indigestes. Enfin, on peut du coup les rendre plus assimilables, mais ça vient de là en fait, apparemment. Oui, alors c'est possible que ça soit une conséquence de l'évolution en fait. Oui, tout à fait. La nature est bien faite. Ouais, voilà. c'est ça. Du coup, dans une optique de végétaliser nos assiettes, on va être amené à manger plus de céréales complètes et de légumineuses. Et tu as commencé à le dire, du coup, elles peuvent se compléter pour former des sources de protéines complètes. Est-ce que tu peux nous redire un petit mot sur cette combinaison céréales-légumineuses dans une journée, dans un repas? Comment on peut combiner intelligemment pour faire du coup des sources complètes qui apportent des protéines au corps? Alors, comme je le disais, donc effectivement, il y a ce côté facteur limitant avec à chaque fois un acide aminé ou plusieurs qui manquent. Et il y a aussi le fait qu'on n'ait pas de réserve, d'où la nécessité d'apporter des protéines tous les jours. Comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, dans la classe des légumineuses et dans la famille des céréales, ce ne sont pas les mêmes acides aminés qui sont limitants, d'où la complémentarité céréales-légumineuses. Par contre, effectivement, il n'y a pas forcément nécessité d'apporter les deux au sein d'un même repas. L'important, c'est d'avoir la complémentarité plutôt sur 24 heures, sur une journée. Donc il y a des études qui ont été faites qui ont montré que concernant par exemple la lysine et la cystéine, le pool libre, donc les acides aminés libres qui circulent au niveau sanguin, permet le recyclage pendant le cycle diurne, donc d'où la nécessité juste sur 24 heures. Par contre, pour ce qui est du tryptophane, là la régulation est beaucoup plus étroite et donc là il va y avoir un besoin, enfin le pool est plus restreint et donc il va y avoir un besoin d'un apport plus régulier. D'accord. Et ça c'est vraiment à noter parce que d'une part, le tryptophane, c'est l'un des plus rares des acides aminés qu'on trouve dans l'alimentation. Et en plus de ça, comme je le disais tout à l'heure, il est précurseur de la sérotonine et de la mélatonine. Donc la sérotonine, c'est l'hormone du bien-être, entre guillemets. Mélatonine, hormone du sommeil. Et donc ça peut avoir un impact si on a un déficit en tryptophane ou alors si au niveau de l'organisme, le métabolisme du tryptophane est un peu défaillant. Ça peut avoir un impact sur tout ce qui est système nerveux et avec des conséquences parfois en termes de dépression, par exemple. Donc c'est vraiment important. Et du coup, tu as dit que ce tryptophane, on peut le trouver dans les céréales, c'est ça? Alors le tryptophane, on peut le trouver, alors il y en a dans certaines céréales, notamment l'avoine, il y en a dans le chocolat, dans le cacao, il y en a dans les œufs, il y en a dans le poulet, dans la dinde, dans certains fromages aussi, comme la ricotta, des choses comme ça, il y en a dans l'avocat aussi. Enfin voilà, donc c'est des sources qu'on peut prendre par exemple. Et donc l'idée, c'est d'en manger plusieurs fois dans la journée pour avoir ce... Voilà, ouais, c'est des aliments qu'il faut introduire de manière régulière dans son alimentation pour pas être en carence, on va dire. Et est-ce que c'est plus important peut-être le soir pour justement dans une optique de mieux dormir ou pas forcément? Oui, alors si, plutôt au moment du goûter par exemple. Amener par exemple du chocolat et de l'avoine ou alors des oléagineux aussi, parce qu'on en a pas mal dans certains oléagineux, c'est intéressant. Et après, pour revenir au côté légumineuses céréales, parce que c'était ça ta question de base, en termes de quantité, c'est pas mal d'avoir 1/3 de légumineuses, 2/3 de céréales. Si on met ça dans la même assiette, après, c'est pas forcément nécessaire, comme je disais, de mettre ça au sein du même repas. Et après, en termes d'association, il suffit de revenir vraiment au bon sens et puis après aux recettes qu'on a dans les cultures autres à travers le monde ou dans des recettes ancestrales. Donc par exemple, si on va au Mexique, on a le chili avec les haricots rouges et le riz ou le maïs. Si on va dans les pays du Maghreb, on va avoir le couscous avec la semoule, les pois chiches. Si on va en Inde, on a le dal avec le riz, les lentilles, par exemple. Donc ça, c'est des recettes traditionnelles dans différentes cultures, mais après, on peut aussi laisser libre cours à son imagination et se dire, je me fais une tartine de pain complet avec du houmous, je me fais une salade de pâtes avec des petites fèves fraîches, je me fais un hamburger avec un steak maison de lentilles, par exemple, ou une soupe avec des croûtons, des morceaux de tofu, un curry végétarien avec des pois chiches, du riz, des légumes, enfin il y a plein de choses possibles. Et ces combinaisons permettent du coup d'avoir des protéines complètes. Exactement, voilà. Exactement. Ils peuvent remplacer une viande. Ouais, tout à fait. Okay. Tout à fait. Trop bien.
Oui, avec ces combinaisons de céréales légumineuses, on retrouve ce bon sens des anciens quand ils avaient moins accès à la viande. Et c'est hyper intéressant. Enfin, moi, quand j'avais pris conscience de ça, j'avais trouvé ça chouette. Enfin, c'est oui, ce ou bon même, sens. ouais, tout à fait. Ou même dans d'autres pays comme l'Inde, enfin, je pense particulièrement à l'Inde, parce que c'est vrai que c'est un pays où ils ne mangent pas énormément de sources de protéines animales. Hein. Donc, et c'est vrai que voilà, il y a ce côté-là. De ces pays-là, chouette. Pour voyager depuis chez nous. Voilà, exactement. J'étais tombée sur cette phrase qui m'avait parlé. Donc, dans les pays occidentaux, on meurt plus de nos excès que de nos carences. Mais on l'a vu, il ne faut quand même pas faire n'importe quoi avec les protéines, elles sont essentielles. Dans une optique où on va tendre vers 9 repas végétariens, voire 13 dans une semaine, existe-t-il des risques de carence quand on végétalise nos assiettes en gardant du coup une consommation quand même de protéines animales sur quelques repas ? Quelles sont tes recommandations ? Et peut-on prendre peut-être un exemple en particulier d'une carence qui peut être occasionnée par cette végétalisation de nos assiettes ? Alors, en termes de recommandations, déjà en quantité de protéines, normalement on est sur 0,83 grammes par kilo et par jour, ce qui en pratique est quand même relativement faible. Il y a des recommandations qui tendent plutôt à dire que dans l'idéal, il faudrait tendre vers 1,2 g par kilo et par jour. Donc en gros, pour une femme de 50 kg, ce qui n'est pas un gros gabarit, il faudrait 60 grammes de protéines par jour. Sachant qu'il y a en plus des populations où les apports sont augmentés, par exemple, ou des périodes de vie où les apports sont augmentés, comme la grossesse, l'allaitement, ou chez les hommes, chez les femmes de plus de 60 ans aussi, où on a ce phénomène de fonte musculaire avec le déclin hormonal aussi, chez les sportifs bien évidemment, enfin il y a des besoins qui sont augmentés. Donc après, moi en pratique, je donne pas forcément des chiffres, mais chez certaines populations, notamment chez les femmes, quand elles passent au végétarisme ou qu'elles réduisent un petit peu leurs apports en protéines animales, j'ai tendance à donner quand même quelques repères parce qu'elles ont tendance à beaucoup les supprimer et à aller vers des sources qui ne sont pas forcément des sources de protéines. Donc là, voilà, on peut donner quelques notions. Par exemple, si on prend un filet de viande ou de poisson, il y a dedans environ 20-25 grammes de protéines. Si on va plutôt vers les légumineuses, dans 100 grammes de légumineuses, il va y avoir 8 grammes de protéines. 100 grammes de céréales, ça va être 4 grammes. Une poignée d'oléagineux, il va y avoir 6 grammes. Voilà, donc ça permet d'avoir quelques repères. Et après, voilà, en termes de carence par rapport à ta question, donc ça, là, c'est plutôt par rapport aux protéines. Mais après, en termes de carence, si on va plus vers du végétal, moi, je conseille quand même vraiment d'être accompagné. Hein, si on va vers le végétarisme et encore plus vers le végétalisme, parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément bien préparé. Donc les protéines, déjà, effectivement, c'est un risque majeur, notamment chez les femmes. Après, il peut y avoir un risque de carence en lipides aussi, notamment en oméga 3, qui est une classe de lipides qu'on trouve principalement dans les poissons gras. Donc celle-là, on est très rapidement en carence. Il y a aussi, bien évidemment, la carence en B12, dont pas mal de végétariens ou de végétaliens ont connaissance. Par contre, il y a par voie de conséquence, quand on est carencé en B12, on est souvent carencé en B9. Donc ça, les gens le savent moins parce qu'en fait, il y a un système de piège en fait, qui se fait au sein de l'organisme. Et en fait, la B9, on la trouve principalement dans des sources végétales, notamment dans les légumes à feuilles, etc. Donc même si on mange beaucoup de végétaux, on peut être carencé en B9 parce qu'en fait, le fait d'être carencé en B12, ça va piéger cette B9 en retour. Après, il y a aussi la carence en vitamine A, vitamine D, qui sont aussi principalement dans les sources animales. Le fer, bien évidemment, le zinc aussi, le calcium, il y a l'iode. Enfin, il y a pas mal de choses. Et puis après, il y a des nutriments un peu plus atypiques dont on entend moins parler, comme la choline ou la taurine. En off, quand on discutait ensemble, tu me disais que toi, tu mangeais très très peu de viande, quelques poissons de temps en temps. Et est-ce que tu as des carences et que, par exemple, est-ce qu'on peut prendre ton cas, par exemple, une personne qui garde quand même ses produits animaux occasionnellement dans son alimentation, mais qui végétalise beaucoup? Est-ce qu'il y a dans ce cas-là des carences? Tu te complémentes un petit peu? Alors, du coup, moi, de temps en temps, je fais des analyses pour vérifier qu'il n'y a pas de souci. Alors, je prends de la vitamine D comme la majorité de la population devrait le faire, mais même les gens qui mangent de la viande sont carencés en vitamine D. Donc, cette carence-là, à la limite, on ne va peut-être pas s'étendre dessus, mais tout le monde devrait se supplémenter au moins pendant la période hivernale. 80% de la population est carencée, je crois. C'est à peu près ça, ouais. Donc, tout l'hiver, en gros, il faut prendre une supplémentation. Je voulais parler un peu de la B12 rapidement, parce qu'effectivement, la B12, moi, je me supplémente par cure comme ça, parce que
rien qu'avec les apports animaux que j'ai, c'est pas forcément suffisant. Donc j'en prends par petites cures de temps en temps. Le problème en fait de la B12, c'est qu'on a un stock hépatique, mais que quand le stock hépatique est épuisé, ça peut amener à des problèmes très très graves. Et en fait, on s'en rend pas tout de suite compte et ça apparaît pas tout de suite au niveau des analyses biologiques aussi. D'accord. Donc c'est ça un peu qui pêche. Et après voilà, le problème majeur, c'est quand même le fer, d'autant plus chez les femmes parce que avec les menstruations, il y a souvent une perte importante. Ou alors si on a des problèmes gastriques aussi, il peut y avoir aussi des pertes qui sont des fois pas forcément identifiées. Chez le sportif aussi, il y a des besoins accrus en fer, ou chez les personnes qui prennent justement des traitements médicamenteux pour les problèmes d'estomac, type IPP, ça peut être aussi un souci. Et du coup, voilà, quand on est en carence de fer, les signes cliniques, ça va être une fatigue, ça va être une baisse des défenses immunitaires, il peut y avoir des chutes de cheveux, des essoufflements, des choses comme ça. Ça peut même aller jusqu'à une altération des fonctions cérébrales, ça peut être relativement grave. Pour évaluer les carences, par contre, c'est important de l'évaluer parce que là, on ne se supplémente pas en fer sans analyse biologique à l'appui. Donc, il faut faire à minima une ferritine et vérifier aussi la CRP, qui est un facteur inflammatoire. Donc ça, c'est via les analyses de sang, c'est ça ? Via les analyses de sang, exactement. Après, il faut savoir aussi que le fer, il existe deux formes. La forme héminique, qui se trouve dans les sources animales, qui a une meilleure biodisponibilité, et la forme non héminique, qui là se trouve dans les sources végétales et qui a une biodisponibilité beaucoup plus réduite. En fait, le problème, c'est exactement le même qu'avec les protéines, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. En fait, le fer non héminique, il va être chélaté, il va être un peu séquestré par tout ce qui est phytate, oxalate aussi, qui sont un peu dans la même classe. Les tanins aussi, les tanins qu'on trouve dans le thé, dans le café, etc. Et du coup, en fait, les gens qui végétalisent leur alimentation, en termes de recommandations, ils vont avoir un besoin quasiment 2 fois supérieur en fer par rapport aux personnes qui ont une alimentation plus animale, parce que justement, il y a ce problème de chélation là, et de séquestration via les phytates, les oxalates, etc. Et donc... Parce que ce qui est fou, en fait, c'est que dans plein de végétaux, la teneur en fer est beaucoup plus importante que la viande rouge, mais c'est la biodisponibilité qui est pas top. Ouais. Et du coup, donc oui, pour ce que tu disais tout à l'heure, pour augmenter cette biodisponibilité, en fait, l'idée, c'est déjà de séquestrer, d'essayer de limiter l'apport en phytate, en oxalate. Alors les oxalates, j'en ai pas parlé tout à l'heure, on les trouve notamment dans tout ce qui est betterave, épinards. Donc les végétariens ou végétaliens qui boivent beaucoup de jus de légumes, par exemple, il faut être très vigilant parce que c'est un apport en oxalate relativement important et ça va limiter du coup l'absorption du fer et du calcium aussi. Les oxalates, ils interagissent beaucoup aussi avec le calcium. Et donc là, les recommandations pour bien assimiler le fer quand on végétalise vraiment beaucoup notre alimentation, c'est de pas consommer de faire attention quand on consomme des aliments ensemble. C'est par ça rapport au moment du repas. Alors il y a déjà le trempage, donc qu'on évoquait tout à l'heure là pour neutraliser les phytates, éventuellement germination, fermentation. Après, effectivement, par exemple le matin, si vous mangez un aliment très riche en fer, donc vous mettez, je sais pas, du chocolat noir, des graines, des flocons d'avoine, des champignons, etc., qui vont être riches en fer. Éviter de boire du thé ou du café en même temps, parce que ça contient des tanins qui vont limiter l'absorption. Après, ce qu'on peut faire pour optimiser l'absorption, c'est associer aussi à une source soit de vitamine C, soit d'acide organique, donc comme un fruit ou comme du vinaigre, et ça va permettre de potentialiser l'absorption aussi. Et après, il y a aussi le pain au levain, de manger du pain au levain. En fait, dans le pain au levain, il y a ce qu'on appelle des phytases. Et les phytases, c'est des enzymes qui vont permettre de dégrader les phytates, justement. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc voilà, ça, c'est tous des petits repas, conseils. Par exemple, on prend du pain au levain pendant un repas pour... Ouais, exactement. Et après, du coup, si on prend une supplémentation, alors déjà, c'est sur prescription, à dose physiologique, sous contrôle biologique aussi, parce qu'il peut y avoir un risque pro-oxydant si on en prend alors qu'on n'est pas carencé. Et puis après, de prendre une forme qui est plutôt biodisponible, donc soit sous forme naturelle type lactoferrine ou sous forme bisglycinate, enfin voilà, ça c'est sur conseil. Mais du coup, en essayant d'optimiser avec les conseils donnés précédemment, en associant à de la vitamine C, etc. Et en évitant, si on prend une supplémentation,
supplémentation, éviter de boire son café en même temps, quoi. D'accord. Parce qu'on ruine un Le peu café aussi. C'est passionnant. Moi, j'adore comprendre comment mieux m'alimenter. Mais on comprend que c'est technique, que faut pas faire n'importe quoi. Ouais. Tu aurais un ordre de grandeur de séances d'accompagnement? À partir de combien de séances on peut avoir ces ordres de grandeur et bien faire quand on fait un accompagnement auprès d'un professionnel? Alors, par rapport tu veux dire, si on se dirige vers le végétarisme ou le végétalisme, ou d'une manière plus globale pour comprendre un petit peu tous les tenants et les aboutissants par rapport à l'alimentation? Alors, quand même, mon idée, c'est de tendre vers moins de consommation de viande, donc pas jusqu'au végétarien. Je pense pas que la majorité de la population sera végétarienne, donc flexitarienne, 80% de végétal, 20%, ça me paraît pas mal. Et ça, du coup, pour être autonome et pas faire n'importe quoi, un accompagnement... je dirais sur peut-être trois séances, trois séances de... On a des ordres de grandeur pour justement pas faire n'importe quoi, Des ordres de grandeur et puis des techniques vraiment à mettre en pratique au quotidien pour pouvoir optimiser un petit peu tout ça, quoi. Trop bien. Ouais, parce que on se rend compte quand même que qu'on peut pas faire n'importe quoi avec notre santé. Puis après, il y a le côté aussi recette, mise en pratique. Moi, ça, je le fais aussi dans les ateliers. Avec tes ateliers, parce que c'est vrai que des fois, c'est souvent des questions qui reviennent aussi. Il y a cette partie théorique, mais après, ce qui intéresse les gens, c'est au quotidien, comment je peux me faire plaisir, comment je peux manger ça en ayant du plaisir, et puis en soutenant ma santé, et puis le côté environnemental, quoi. Trop bien. Peut-être juste un petit mot, je ne sais pas si c'est possible. Tu sais, tu me disais en préparation que tu déconseillais d'arrêter du jour au lendemain les produits laitiers aussi. J'imagine que tu ne fais pas partie des lobbies des produits laitiers, donc si tu le dis, c'est que ça doit être vrai. Peux-tu nous expliquer pourquoi en quelques minutes, est-ce que c'est possible? Alors déjà parce que c'est notre principale source de calcium, et le calcium, il est notamment impliqué dans la minéralisation osseuse, mais pas que. Après, et même quand on n'est plus en croissance, on a besoin de calcium? Oui, parce que il y a ce côté minéralisation osseuse, alors il y a des populations à risque. Alors effectivement, les enfants, les adolescents, mais il y a aussi la femme enceinte, la femme allaitante. À partir de la ménopause aussi, chez les personnes âgées, on a ce phénomène de déminéralisation parce qu'il y a moins d'imprégnation hormonale. Après, il y a aussi le côté métabolisme énergétique et échange cellulaire. Et en fait, le problème du calcium, si tu veux, c'est qu'il fonctionne notamment en tandem avec le magnésium au niveau de tout ce qui est échange cellulaire. Et le magnésium, on est souvent carencé parce qu'il y a une fuite de magnésium, notamment quand il y a du stress. Et le stress chronique, c'est un peu la maladie du siècle aussi. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont carencés en magnésium. Donc, si on manque de magnésium, du coup, le calcium fonctionnera moins bien. Et puis l'absorption du calcium, elle est aussi très dépendante de la vitamine D. Et comme on le disait tout à l'heure, la majorité de la population est aussi carencée en vitamine D. Donc c'est un peu la double peine. Donc d'où cet apport en calcium qui est quand même indispensable. Et il y a aussi le problème de la biodisponibilité dans le calcium. C'est exactement le même problème que tout à l'heure. Donc je ne vais pas revenir dessus parce qu'on l'a déjà évoqué avec les protéines, avec le fer. Mais sa biodisponibilité va être en gros inversement proportionnelle à la quantité d'oxalate, de phytate et aussi de phosphate qu'on va ingérer dans notre alimentation. Et les phosphates, on n'en a pas parlé, mais les phosphates, c'est tout ce qui est alimentation ultra transformée en gros. Donc c'est quand même le cas aussi beaucoup aujourd'hui chez une bonne frange de la population. Donc du coup la biodisponibilité est pas bonne et effectivement si on va vers des sources de calcium végétales, il y a ce problème-là qui est très, qui va limiter la biodisponibilité. Donc moi ce que je conseille, c'est d'essayer d'éviter de supprimer les produits laitiers parce que la biodisponibilité est bien meilleure. Et si on s'oriente vers des sources végétales, on peut aller vers les choux. Les choux qu'on ne connaît pas forcément pour ce côté calcium. Les choux, il y a une biodisponibilité qui est top, qui est même meilleure que dans les fromages. Il y a les oléagineux aussi, notamment le sésame, qui est intéressant pour ça. Il y a les algues aussi, dans lesquelles il y a pas mal de calcium. Et puis après, toujours les mêmes règles, trempage, germination, fermentation. Et puis après, éventuellement, faire des cures d'eau calcique par période. C'est quoi, eau calcique ? Des eaux riches en calcium. Donc, par exemple, l'épar, la Contrex, des eaux comme ça, par période, ça peut être intéressant. Ou prendre des boissons végétales enrichies, type les végétaux enrichis en calcium aussi, ça peut permettre de compléter. Et après, voir une supplémentation au cas par cas, quoi. Mais,
Super, merci beaucoup. Anne-Sophie Leclerc, tu te décrivais pendant notre préparation comme une passionnée de cuisine. Tu l'as dit, je te cite, « Ce qui me tient à cœur, c'est de montrer que c'est possible de se faire plaisir avec un chou, que ce n'est pas forcément chronophage ni plus coûteux. Souvent, nous, communs des mortels qui n'avons pas cette passion de la cuisine, nous manquons d'inspiration. On s'est dit ensemble du coup que ce serait assez chouette de partager une ou deux recettes avec du coup en mettant en avant ce bon apport de protéines végétales. Est-ce que tu peux nous partager une que tu as choisie ? Ouais, alors j'en ai plusieurs, tu vas me dire ce que tu choisis. Moi je suis plutôt partie sur les légumineuses parce que effectivement souvent c'est la demande que j'ai, les personnes ont du mal à les intégrer. On les connaît mal, ouais. Sorties de la salade de lentilles, ils me disent je sais pas quoi faire avec mes légumineuses. Voilà, donc il y a les classiques houmous, toujours pareil. Alors le houmous, je fais juste un petit aparté dessus. Si vous pouvez le faire maison, faites-le parce que franchement, le houmous qu'on achète au supermarché, c'est considéré comme vraiment un aliment ultra transformé à outrance avec des huiles raffinées, des épaississants, des conservateurs et c'est tellement simple à faire que franchement faites-le. Il y a juste le trempage qui est un peu pénible mais une fois qu'on est passé par là, après on se fait un gros pot, ça se conserve bien au frigo et après on peut faire des variantes. Moi j'adore décliner au-delà du classique pois chiche, je mets dedans alors après on peut le faire avec des lentilles vertes aussi plutôt que de le faire avec des pois chiches, mais après on peut mettre aussi des légumes, par exemple avec des poivrons, ça marche très bien. On peut mettre aussi des légumes lacto-fermentés, moi je fais ça avec des carottes lacto-fermentées ou des betteraves lacto-fermentées, ça apporte un petit plus, un petit truc acidulé, c'est franchement super sympa. Donc ça voilà, c'était le petit aparté sur le houmous. Et après, j'ai plusieurs propositions à te faire. Soit j'ai une recette que je fais super souvent à la maison qui est en fait décliner le falafel un peu avec toutes les légumineuses sous forme de terrine avec d'autres associations. Après j'ai une recette de pancake de lentilles corail qui est simplissime qu'on peut faire au petit déjeuner par exemple pour se faire un petit déjeuner protéiné. Et après sinon dans le sucré j'ai une recette de fondant au chocolat avec des haricots azuki qui est sympa aussi. Voilà. Tout fait envie. Voilà, donc après, soit je détaille un peu tout, soit... malheureusement, on n'aura pas le temps. Le temps file, mais je pense que les falafels, ça me dit bien. Ouais, falafel. Une déclinaison des légumineuses, c'est chouette. Alors en plus, l'idée, c'est que moi, je suis très branchée cuisine saine, donc c'est pas du falafel qu'on va faire frire après dans de l'huile de friture. C'est tout au four, donc c'est un peu plus sain en termes de cuisson. Donc l'idée de base, c'est qu'on met 175 grammes de pois chiches, un oignon, une gousse d'ail, du persil ou de la menthe, enfin un aromate comme ça, quantité au choix, une cuillère à café de cumin, une demi-cuillère à café de sel, un demi-sachet de levure, une cuillère à soupe de farine et puis après un petit peu de poivre. On fait tremper ces pois chiches une nuit. On met tous les ingrédients dans un robot, on mixe. Alors avec tout ce qui est pois chiches, en général, je fais des petites boules que je façonne, que je mets sur une plaque de cuisson avec un tapis de cuisson dessus et que je parsème de sésame et je fais cuire 20 minutes à 180 degrés. Donc ça fait vraiment le falafel rond comme on a l'habitude. Donc ça, c'est avec l'option pois chiche. Mais après, c'est déclinable avec de la lentille corail. Donc avec de la lentille corail, je repars sur la même recette, sauf que quand on les fait tremper, c'est beaucoup plus liquide. Donc je mets ça dans un plat à cake et ça fait un genre de terrine. Donc après qu'on coupe en tranches et on mange ça avec une salade, avec des légumes cuits. Voilà, c'est super sympa. Généralement, je fais avec aussi un petit condiment, un petit ketchup cru de carottes ou de betteraves qui permettent de donner un petit goût sympa aussi et d'associer avec. Après, on peut la faire aussi avec des lentilles vertes qui se marient très bien avec la noisette. Donc en général, quand je fais avec des lentilles vertes ou avec des pois cassés aussi au choix, en général, je fais l'un ou l'autre. Là, je mets des noisettes, je mets des fois des petits bouts de carottes, voilà, et ça fait une autre variante. Et pareil, sous forme de terrine plutôt, parce que là, ça se tient moins bien. Donc voilà, le pois chiche plutôt sous forme de falafel et les autres plutôt sous forme de terrine à associer donc avec une salade ou des légumes ou autre. Voilà. J'ai mon ventre qui garde. Voilà, tu commences à saliver et tout. Je crois qu'on va être nombreux à tes ateliers pour tous ceux qui habitent le Beaujolais. Ça fait très envie. Merci. Et je pense que moi qui ne suis pas très forte en cuisine, c'est dans mes cordes en plus. Oui, c'est des choses super simples. C'est ce que j'essaye de proposer dans mes ateliers. C'est vraiment des recettes du quotidien, qui seront rapides et simples à mettre en œuvre. Ouais, je vais essayer, j'essaierai, je te dirai. Avec plaisir. Beaucoup. J'aime bien quand même à la fin des épisodes faire un petit résumé
de qu'est-ce qu'on retient, vraiment l'essentiel des protéines. Qu'est-ce qu'on retient de cet échange ? Alors, déjà en termes de proportion, essayez de tendre, parce qu'on n'en a pas, enfin tu en as parlé au début en introduction, mais essayez de tendre en gros vers un ratio 85% de végétal, 15% d'animal. Donc en gros, ça représente 2-3 produits d'origine animale maximum par jour, ce qui n'est pas énorme, hein. On se rend compte que ça va très très vite, hein. Ça veut dire en gros, je vais manger un yaourt et un filet de poulet et j'ai mon quota sur la journée, quoi. Et tout le reste, ça devrait être du végétal. Donc déjà ce chiffre-là, essayez de tendre vers ça, même si on n'y arrive pas tout de suite. Et puis après, se souvenir du côté complémentarité, quand on va vers les protéines végétales, complémentarité entre les céréales et les légumineuses, à peu près un tiers légumineuses, 2 tiers céréales, sur la journée, sans forcément la nécessité de faire ça sur un repas. Et puis, quoi d'autre ? Et d'être à l'écoute de notre corps pour voir s'il y a des signes éventuellement de carence. Après, faire ça pas doucement. C'est ça, pas hésiter aussi à éventuellement se faire un petit bilan de temps en temps pour vérifier qu'il n'y a pas de carence dans les nutriments qu'on a évoqués ensemble, type les plus classiques, c'est vraiment le fer chez les femmes, la B12 quand même aussi de manière assez courante. Après quand même bien être vigilant par rapport à l'apport en protéines, en se disant des protéines, effectivement il y a le côté animal dans les végétales, dans les protéines végétales il y a légumineuses, céréales, mais il y a aussi tout ce qui est oléagineux. Donc vraiment les oléagineux, ça à introduire au quotidien aussi. Il y a les champignons qui sont une source intéressante de protéines. Il y a des petits aliments comme ça où il faut se dire c'est important d'en avoir tous les jours en fait. Ouais. Super. Et si on peut se faire accompagner, c'est l'idéal. Quelques séances et puis des ateliers de cuisine, redécouvrir un peu ce plaisir de manipuler du végétal. Ma question de la fin, Anne-Sophie, le podcast s'appelle Les Vivantologues. Je suis passionnée de ce qui nous rend vivants, de ce qui rallume le feu à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui te rend particulièrement vivante sur cette belle planète ? La cuisine vraiment et l'alimentation d'une manière générale, ça me passionne. Donc ça se sent. Vraiment c'est un truc que j'adore et j'adore transmettre ce côté-là. J'adore aussi, comme je l'ai dit, j'étais passionnée de danse beaucoup quand j'étais plus jeune, toujours encore maintenant je pratique, mais j'ai été amenée au yoga il y a déjà maintenant plus de 10 ans avec la naissance de mes premiers enfants. Et le yoga c'est une passion aussi. Et c'est vraiment, et le yoga au sens large, si tu veux, quand on parle de yoga, alors je vais pas m'étendre là-dessus parce que on pourrait faire un podcast aussi là-dessus, mais la philosophie du yoga, toute la philosophie qu'il y a derrière, c'est pas simplement la pratique posturale, c'est aussi toute la démarche au niveau spirituel et voilà. Et ça, je suis rentrée dedans aussi maintenant il y a quelques années et là je suis aussi passionnée. Voilà, donc je pourrais parler de ces deux choses-là, mais après il y en a aussi d'autres, mais en particulier. Merci beaucoup. Anne-Sophie, comment on retrouve ton travail et comment on peut te contacter si on veut se faire accompagner par tes soins ? Alors, du coup, j'ai un site internet, donc c'est www.nature.so.com. Donc ça, là-dessus, vous pourrez trouver plus de détails sur mon accompagnement au moment des consultations en cas de problème de santé, sur les ateliers aussi, sur les cours de yoga, sur les formations que j'ai faites, si vous voulez plus de détails là-dessus. J'ai aussi un Facebook, donc Nature, N-A-T-U-R, avec le N de le sigle, enfin le petit symbole, SO. Et puis j'ai aussi un Instagram, nature-and-so. Alors j'avoue, je les alimente quand même assez peu, je les alimentais beaucoup au démarrage de cette activité et puis là en fait j'ai trop de choses en cours, mais bon, sur les deux, sur le Facebook et l'Instagram, il y a des recettes, donc si vous voulez aller voir, vous pouvez toujours aller voir. Et puis après j'ai un mail et un téléphone, je sais pas si je les donne ou pas. Je peux les donner. Donc le téléphone c'est le 06 66 50 76 86 et mon mail c'est toujours le natureandso@gmail.com. Et après vous pouvez prendre rendez-vous aussi directement en ligne via une plateforme qui s'appelle Rezalib en tapant mon nom. À la demande, je peux faire soit des accompagnements en termes de consultation, soit plus, il y a le côté cours de cuisine, cours de yoga, donc c'est un peu, vous pouvez aller voir tout ça là-dessus. Merci beaucoup Anne-Sophie. Merci à toi Chloé. L'épisode se termine, voici les idées d'action citoyenne que je retiens de cet épisode. Réinvestir la cuisine en famille et s'amuser en redécouvrant la richesse et l'abondance des végétaux de nos terroirs français.
attiser notre curiosité, apprendre et se faire accompagner, tout est tellement passionnant. Jouer avec notre créativité, s'offrir des ateliers de cuisine pour s'inspirer et s'inspirer des cultures du monde pour voyager depuis chez soi. Être à l'écoute de notre corps, il bénéficie d'une telle intelligence, c'est surprenant. Se donner du temps, partager nos découvertes et tomber en amour de ce challenge ambitieux et inédit dans l'histoire de l'humanité. Être fier de s'emparer de ces sujets, nous Français, avec l'espoir que cela inspire ensuite l'international. En termes de gastronomie, nous sommes plutôt forts. Et vous, avec quoi repartez-vous ? Je vous souhaite une belle journée à vous tous, haut les cœurs, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles doses d'inspiration.